Il était un peu plus de 17 heures, ce 12 juillet 2021, quand la poussière rouge du chemin d'Agomé-Kepotsi se souleva à l'horizon. Les anciens, assis à l'ombre du vieux tamarinier, levèrent les yeux, d'abord distraits, puis figés. Quelque chose approchait. Lentement, un homme. Pieds nus, chemise blanche crasseuse, froissée, collée à la peau, le pagne rayé, noirci, comme rongé par le feu. Il boitait à peine, mais chaque pas résonnait comme un grondement sourd dans les ventres des plus vieux. Il ne parlait pas, il ne transpirait pas, il marchait, simplement. Lorsqu'il atteignit le puits du village, les enfants s'étaient cachés. Les femmes aussi. Seuls quelques hommes, paralysés, le regardaient s'approcher. Puis le silence. Un silence qui fuyait même les oiseaux. Il leva la tête, son visage était familier. Trop familier. Pas seulement à cause des traits, mais parce que cet homme était mort. Brûlé, ici même. En avril 2004, devant tous. Il cligna des yeux. Puis, d'une voix calme, sans un tremblement, « Je suis le frère de Kossi, je suis revenu. » Un murmure de vent passa dans les feuilles mortes. Quelqu'un laissa tomber une calebasse, mais il ne bougea pas. Il ne demanda rien. Il ne pleura pas. Il ajouta simplement, sans que personne ne lui pose de questions, « J'ai marché depuis là, où le feu n'éteint rien. » Il s'appelait Kossi Mensah, fils de Kodjo le forgeron et petit-fils d'Azongue, le devin respecté du plateau de Minadji. Kossi était né avec une marque noire sur la tempe, une tache étrange, ovale, que les sages du village appelaient Nyagbe, l'œil caché. Certains disaient Gyatantna que c'était un don. D'autres, une malédiction. Dès l'enfance, les signes dérangeaient. À 7 ans, Kossi devina la mort d'une voisine 3 jours avant qu'elle ne succombe. À 10 ans, il resta 2 nuits entières sans cligner des yeux, assis sous la pluie, disant qu'on l'appelait de l'autre côté. Il parlait parfois dans une langue que même les vieux ne reconnaissèrent pas. Les rumeurs commencèrent, d'abord timides, puis plus insistantes. Kossi parle aux morts. Kossi fait tomber les manguiers par simple regard. Kossi murmure aux chiens et il ne l'aboie jamais. Ses parents le protégèrent jusqu'à l'incident. En 2004, le bétail de 3 famillades mourut dans la même nuit. Et le lendemain, une enfant devint subitement muette, les yeux fixés vers la case de Kossi. C'en fut trop. Le conseil des anciens le convoqua. Il avait 20 ans. Grand, silencieux, le regard lointain. Quand on l'accusa, il ne nia pas. Il ne dit rien. Pas un mot. Juste un sourire triste, figé. Alors, dans une ferveur où la peur et la foi se confondaient, ils décidèrent le bûcher. Au lever du soleil, on le lia. Les femmes chantaient pour purifier la terre. L'air était lourd, moite, comme si la chaleur venait d'ailleurs. Kossi fut brûlé, devant tous. Son frère, Kofi, était parti travailler à Lomé depuis 2 ans. Il n'avait pas pu revenir à temps. Et quand il apprit ce qu'ils avaient fait, il coupa tout lien avec le village, jusqu'à ce jour, 17 ans plus tard, où un homme, vêtu exactement comme Kossi ce jour-là, revint avec le même visage, le même regard, le même silence, et affirma « Je suis le frère de Kossi ». Il faisait une chaleur étrange ce jour-là, pas la chaleur du soleil, non. Une chaleur sourde, rampante, comme si la terre elle-même transpirait de peur. Le vent ne bougeait pas les feuilles, et le ciel, d'un gris laiteux, comme figé. L'homme apparut au croisement de l'arbre à palabre et du vieux tamarinier. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Un silence s'étendit, brutal, palpable, même les coqs se turent. Il marchait pieds nus. Sa tunique, exactement la même que celle portée par Kossi le jour du jugement, était encore intacte. Blanche, tachée de suie chokol et aux manches une brûlure nette. Son visage ? Jeune, trop jeune. 17 ans était tôt passé, mais il n'avait pas changé. Il s'arrêta devant la case familiale, celle qui avait été abandonnée depuis le bûcher. Les herbes hautes touchaient presque le toit. Personne n'y entrait. On disait que la nuit, on y entendait des gémissements ou des rires. L'homme posa la main sur la porte en bois mangée par les termites. Il murmura quelque chose. Un mot, incompréhensible. La porte s'ouvrit sans grincer. Ce fut le vieux Komlan, l'ancien du village, qui osa l'approcher. Il tremblait, mais il parla. « Qui es-tu ? Dis ton nom. » L'homme leva les yeux. Son regard était noir, profond, mais pas vide. « Je suis Kofi Mensah, le frère de Kossi. » « Impossible, murmura Komlan. Kofi était plus grand, plus massif, et toi, tu...
Mais il fut interrompu. L'homme tendit le bras et pointa la pierre rituelle, là où l'on avait allumé le feu en 2004. « C'est ici qu'il est parti. Je suis revenu. Là où le feu n'éteint rien. » Puis, il entra dans la case. Seul. Une odeur se répandit, doucement. Pas celle de la poussière, ni celle du mois. Une odeur âcre, comme de la chair rôtie, subtile, insistante, et une chaleur s'échappa de l'intérieur, alors même que le soleil tombait. Les anciens se réunirent, une réunion à huis clos. Les femmes furent interdites. Les enfants renvoyés. Cette nuit-là, personne ne dormit. Pas un seul feu n'osa être allumé. On dit que dans la case, on aperçut une lumière rougeoyante, pulsante, comme un cœur qui bat, lentement, et certains jurèrent avoir entendu une voix, pas celle de Kofi, mais celle de Kossi. Elle disait « Je suis resté là où vous m'avez laissé, vous avez brûlé mon corps, mais pas mes pas. » Le lendemain matin, la case semblait plus grande. Les poutres de bois, jadis rongées, paraissaient redressées, les murs avaient retrouvé une teinte plus vive, comme si la maison avait été nourrie. Mais personne n'osa s'en approcher. Même les chiens du village, qui autrefois dormaient à son seuil, changeaient de chemin. Kofi sortait parfois, tôt à l'aube. Il marchait pieds nus, les yeux vers l'horizon, murmurant dans une langue que personne ne reconnaissait. Pas l'Ewe, ni le Fon, ni aucune des langues du pays. Une mélodie rauque, rythmée, presque liquide. Certains affirmaient qu'en l'écoutant trop longtemps, ils avaient nabé mal aux dents, d'autres qu'ils entendirent cette même voix dans leurs rêves. Une nuit, Jifa, un adolescent curieux, osa suivre Kofi. Il le vit entrer dans le vieux champ de maïs, celui qui ne produisait plus rien depuis le bûcher. À la lumière de la lune, il le vit creuser. Pas avec ses mains, non, avec ses pieds, comme un animal. Il gratta la terre jusqu'à faire apparaître un objet noir, lisse, en forme de calebasse inversée. Jifa recula, mais Kofi releva soudain la tête. Ses yeux brillaient comme des braises humides. « Tu veux voir ?» lui murmura-t-il. La voix semblait double, comme si quelqu'un parlait en même temps que lui, légèrement décalé. Jifa s'enfuit. Le lendemain, il avait perdu la parole. Puis, ce fut le tour de maman Agbelenou. Elle se plaignait d'un bourdonnement constant dans l'oreille. La nuit suivante, elle fut retrouvée à l'entrée de la case de Kofi, recroquevillée, murmurant encore et encore. On l'a laissé brûler trop longtemps. Trop longtemps. Le village devint lentement étrange. Les coqs ne chantaient plus à l'aube. Les femmes perdaient le goût de l'eau. Les vieux refusaient de sortir. Et chaque nuit, la même chaleur, rance et collante, semblait émaner du sol, comme si la terre essayait d'expulser quelque chose qu'elle n'arrivait pas à digérer. Un matin, on découvrit que la pierre du bûcher avait disparu, arrachée, comme si elle avait fondu. Alors les anciens décidèrent d'agir. Ils convoquèrent Kofi. Mais lorsqu'il arriva, vêtu toujours du même habit blanc, ils reculèrent, car il avait grandi. Et ses yeux n'étaient plus tout à fait humains. La nuit choisie pour le conseil était sans lune. Le ciel semblait épais, comme étouffé par une suie invisible. Même les grillons s'étaient tus. Ils étaient 10. 10 anciens, assis en cercle, au centre de la place du village, torches plantées dans la terre sèche. Au milieu, un espace vide, laissé pour Kofi. Mais il ne vint pas par le sentier, il sortit du sol. Un mouvement discret, une fissure entre les racines du vieux baobab. Et là, lentement, il s'était hissé comme une chose qui n'avait plus d'articulation, sa peau trop lisse pour être la sienne. Son visage pourtant restait calme, presque doux, mais ses yeux reflétaient un feu silencieux, lent, rampant. « Kofi, » dit le plus vieux, « nous te demandons de dire ton nom, celui que nos ancêtres t'ont donné, celui qu'on a brûlé. » Il sourit. Pas un sourire humain, un sourire trop large, trop lent, où chaque dent semblait poussée par quelque chose d'autre. Mon nom n'a plus besoin d'être dit. Il se souvient tout seul. Une torche s'éteignit, puis une autre, une troisième. La lumière reculait. Le feu refusait de brûler. « Qu'es-tu » hurla un des anciens. « Qu'est-ce qui est revenu à notre place ?» Kofi leva lentement la main. La paume noire, calcinée, craqua. De la fumée, fine comme un souffle, s'en échappa, et il répondit « Je suis ce que vous avez laissé seul, ce que vous avez livré aux flammes, mais pas à l'oubli. » Il s'avança. À chaque pas, la terre noircissait, se fendillait, fumait. « Vous croyez que le feu détruit ? Vous croyez que le bûcher efface ?
Il montra sa poitrine. Il n'y avait plus de chair. Juste des cendres tenues par Kosolachna par quelque chose d'invisible. Le feu est une bouche. Vous m'y avez jeté. Elle m'a avalé. Mais elle m'a recraché. Là où le feu n'est un rien. L'air vibra. Un son grave, profond, comme une cloche sous terre. Les anciens tentaient de fuir, mais le sol devenait brûlant. Certains tombèrent à genoux, leurs pieds brûlés au travers des sandales. D'autres suffoquaient, l'air avait l'odeur d'un vieux cadavre et de sang cuit. Kofi tendit les bras, et dans la nuit, derrière lui, des ombres se dressèrent. Des formes humaines, mais impossibles. Comme des silhouettes faites de fumée figée. Leurs visages n'étaient maintenant que des trous, et dans ces trous, on entendait des cris, lointains, continus. Ils sont restés avec moi, 17 ans, ils attendent. Une dernière torche vacilla. Le dernier ancien se mit à hurler. Et dans l'obscurité désormais totale, on n'entendit plus que des pas qui tournaient en rond. Et la voix douce de Kofi, murmurant « Ce n'est pas fini ». Le matin suivant, le village était vide. Les cases étaient intactes, les objets posés, les portes ouvertes, comme si les habitants s'étaient simplement évaporés en pleine action. Les marmites bouillaient encore sur des feux mourants, les vêtements pendèrent aux cordes, les chiens, d'ordinaire bruyants, avaient disparu. Il n'y avait que le silence et l'odeur. Une odeur métallique, tiède, insupportablement douce. Quelque chose entre le sang et les fleurs fanées. Elle flottait partout, comme si le village respirait encore, mais par la bouche d'un mort. À la place du vieux baobab, il n'y avait plus d'arbres. Juste un cratère noirci, fumant légèrement, et dans cette terre brûlée, un objet oublié, une paire de sandales, trop grande pour un enfant, trop petite pour un homme. La gendarmerie fut appelée. On parle d'évacuation soudaine, d'un empoisonnement collectif, d'un glissement de terrain, mais il n'y avait aucun corps, aucun cri, aucun témoin, personne, sauf un jeune conducteur de camion de riz passé par hasard ce matin-là. Il déclara avoir vu un homme marcher seul sur la route rouge, pieds tenus, le regard droit devant. Des habits anciens, trop propres. Et derrière lui, sur plusieurs mètres, le bitume avait noirci, comme brûlé à chaque pas. Mais ce que le chauffeur raconta en dernier glaça les enquêteurs. Quand j'ai baissé la vitre pour l'appeler, il s'est arrêté, il m'a regardé, et j'ai entendu une voix dans ma tête. Elle m'a dit « Là où le feu n'est un rien, le silence est un témoin ». 2 semaines plus tard, un historien togolais nommé Komlan Adjao, spécialisé dans les cultes anciens du golfe de Guinée, demanda à consulter le dossier du village disparu. Il affirma avoir étudié une légende identique dans les archives d'un royaume disparu du Dahomey. L'homme survivant du bûcher, un esprit vengeur qui revient non pour se venger, mais pour reprendre l'équilibre. Selon le mythe, lorsqu'un innocent est brûlé vivant, une faille s'ouvre entre 2 mondes, celui des vivants et un lieu qu'on appelle O-Maou-Lé, là où le feu n'est un rien. Le supplicié devient un marcheur de la cendre, il n'est plus humain, il devient témoin, et il ne revient que lorsque la mémoire des vivants tente de l'oublier. Komlan se rendit sur place avec une caméra. Le village était toujours vide, mais maintenant, une poussière noire recouvrait tout. Les maisons, le sol, l'air. Elle collait à la peau, entrait dans les yeux, la bouche, les pensées. Une poussière chaude, vivante, il entra dans une case. Sur le mur de terre, gravé à la main, « Je ne suis pas revenu. C'est vous qui m'avez fait marcher. » Komlan recula. La caméra tremblait dans sa main, puis, dans l'objectif, une silhouette apparut, floue à la limite de la visibilité, immobile. Elle portait les mêmes habits qu'en 2004, et puis, la vidéo se coupa. Juste après un son bref, un souffle. La police retrouva la caméra posée au sol, aucune trace de Komlan. Elle fut rendue à sa femme, mais lorsqu'elle visionna les images chez elle, quelque chose clochait. Chaque fois qu'elle avançait la vidéo image par image, un détail changeait dans le cadre. D'abord, un reflet dans un miroir, puis une empreinte de main sur le mur derrière elle. Et à la fin, juste avant l'écran noir, elle entendit Komlan murmurer « Je ne suis pas mort, j'ai juste brûlé trop longtemps.